Tu sais, ce genre d'histoire qu'on fait défiler à minuit en secouant la tête et en pensant « Heureusement, ce n'est pas moi ». Mais la vie a une manière bien à elle de te rappeler à l'ordre. Alors me voilà, assis dans mon pick-up devant l'entrepôt que j'ai passé des années à construire à partir de rien, me demandant comment la femme à qui j'ai juré amour éternel a pu me trahir aussi profondément. Ma femme, Emily, et moi sommes mariés depuis 8 ans. C'est le genre de femme qui fait tourner les tétés partout où elle va, intelligente, fougueuse, avec ce don de te faire sentir comme si tu étais la seule personne dans la piste. Avant, je me sentais chanceux. Maintenant, je me sens comme un imbécile. Tout a commencé petit, comme c'est souvent le cas. Le téléphone d'Emily, qui traînait toujours sur le comptoir de la cuisine, est devenu inséparable de sa main. Elle a commencé à travailler tard plus souvent, affirmant que les exigences de son nouveau poste dans le marketing étaient impitoyables. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Elle avait toujours été ambitieuse, et je voulais soutenir sa réussite. Mais ensuite, il y a eu des incohérences. Un reçu pour un dîner chic dans un restaurant que je ne connaissais pas glisse dans son sac à main. Des bidons d'essence dans le garage qui n'étaient destinés à aucun de nos véhicules. Quand je lui en ai parlé, elle a ri, balayant cela comme une demande d'amis ou une expérience pour le travail. Ses excuses étaient si rapides, si fluides, que j'en venais presque à me sentir coupable de douter d'elle. Presque, le coup de grâce est venu il y a 2 semaines, quand j'ai surpris une conversation que je n'étais pas sans entendre. Emily était dans le salon, parlant à voix basse avec quelqu'un au téléphone. Elle ne savait pas que j'étais rentré plus tôt. Des mots comme « timing » et « distraction parfaite » flottaient dans l'air, me glaçant jusqu'à l'os. Ce soir-là, après qu'elle se soit couchée, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai vérifié son téléphone. Elle avait changé le mot de passe. Mon estomac s'est noué. C'est à ce moment-là que j'ai su. Je n'imaginais rien. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. À la place, j'ai fait ce qu'un gars du bâtiment digne de ce nom ferait. Je suis passé à l'action. J'ai acheté quelques caméras discrètes et je les ai installées dans l'entrepôt où j'avais remarqué que ces étranges fournitures semblaient finir. Cet endroit est ma fierté et ma joie, le pilier de mon entreprise de construction et le fruit de longues années de travail acharné. L'idée que quelque chose de louche s'y passe me rendait fou de rage. Pendant des jours, j'ai attendu, chaque seconde semblant durer une éternité. Et puis c'est arrivé. Les caméras ont capté Emily en train de se faufiler dans l'entrepôt tard dans la nuit avec un autre homme. Je ne le reconnaissais pas, mais leur langage corporel ne laissait aucun doute. Ils étaient trop proches, trop à l'aise. Ils tenaient un bidon d'essence, et elle portait un dossier qui ressemblait étrangement à des plans. Je n'en croyais pas mes yeux. Ma femme, mon Emily, était en train de comploter quelque chose. Et ce n'était pas seulement une question d'infidélité. C'était plus grand, plus sombre. Quelque chose qui risquait de détruire non seulement mon mariage, mais aussi tout ce que j'avais travaillé si dur à bâtir. J'ai eu envie de débarquer pour la confronter sur le champ, mais je me suis retenu. La colère ne réglerait rien. J'avais besoin de preuves, des preuves réelles et indiscutables dont elle ne pourrait pas se sortir avec des paroles. C'est alors que j'ai élaboré mon propre plan. Un plan pour les attraper, elle et son mystérieux complice, sur le fait et révéler au grand jour ce qu'ils tramaient. Je n'ai jamais été du genre à aimer les drames, mais quelque chose me dit que ce n'est que le début. Les jours suivants, j'errais dans un brouillard, oscillant entre colère, incrédulité et une froide détermination. Chaque fois qu'Emily m'embrassait pour me dire au revoir ou me demandait comment s'était passée ma journée, je devais serrer les dents pour ne pas hurler. Les caméras m'avaient montré assez pour savoir qu'elle mijotait quelque chose, mais je ne comprenais toujours pas l'ampleur de ses intentions. Qui était cet homme? Que tramait-il dans mon entrepôt? La première étape consistait à identifier son nouveau partenaire. Les images des caméras ne montraient pas clairement son visage, mais j'avais une idée d'où commencer. Emily s'était montrée inhabituellement protectrice envers son ordinateur portable ces derniers temps, alors j'ai attendu mon opportunité. Un soir, elle a annoncé qu'elle sortait pour un dîner entre filles, une excuse habituelle qui, je le savais désormais, était probablement un mensonge. Dès qu'elle a passé la porte, j'ai attrapé son ordinateur. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, moitié en m'attendant à ce qu'il explose au visage. Son mot de passe avait changé, mais ce n'était pas difficile à deviner. Emily avait toujours été prévisible avec ses mots de passe, notre anniversaire et Tyler, le nom de notre chien, sous différentes variations. Il ne m'a fallu que 3 essais. Je n'ai même pas eu besoin de chercher longtemps. La première chose que j'ai trouvée était un dossier intitulé « Projet X ». Je ne savais pas à quoi m'attendre, peut-être des documents lies à son travail, ou même quelque chose d'innocent qui prouverait que je m'inquiétais pour rien. Mais ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Des plans détaillés de mon entrepôt.
des notes sur sa disposition, ses vulnérabilités structurelles et des inventaires. Mon nom apparaissait sur plusieurs pages, entouré de phrases comme « négligence » et « responsabilité d'assurance », soulignées en rouge. Il y avait même des photos de l'entrepôt prises sous des angles qu'une personne avec un accès limite n'aurait pas pu obtenir. Mon estomac se retourne en réalisant qu'elle cataloguait tout sur l'entreprise que j'avais pas des années à construire. Et puis, il y avait les emails. Une série de messages entre Emily et un certain Brad a confirmé mes pires craintes. Ils ne se contentaient pas de se voir en cachette pour coucher ensemble, bien que ces details étaient là aussi, me faisant bouillir de rage. Non, ils avaient des projets bien plus grands. Leur conversation évoquait la mise en scène d'un incendie à l'entrepôt, la fabrication de preuves pour m'incriminer et l'encaissement du paiement de l'assurance. Je n'arrivais pas à y croire. Ma femme complotait pour réduire mon gagne-pain en cendres et me faire porter le chapeau. Un message de Brad se démarquait. « Assure-toi qu'il soit hors de la ville quand on s'en occupe. On ne peut pas risquer qu'il nous surprenne. » La réponse d'Emily était glaçante dans sa désinvolture. Il est facile à manipuler. Je trouverai une solution. Ce n'était pas juste une trahison, c'était une trahison d'une ampleur inimaginable. Emily ne se contentait pas de me tromper. Elle essayait activement de me détruire. Pendant un long moment, je suis resté là, fixe sur l'écran, ayant l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Comment pouvait-elle me faire ça? Après 8 ans de mariage, après tout ce que nous avions traversé ensemble, je lui avais donné mon sécure, ma confiance, tout ce que j'avais, c'était ainsi qu'elle me remerciait. Mais je ne pouvais pas m'apitoyer sur mon sort. Il fallait agir, et vite. Il prévoyait l'incendie pour le week-end suivant, ce qui ne me laissait que quelques jours pour les arrêter. Le lendemain matin, j'ai passé un coup de fil à un vieil ami, Greg. Il est inspecteur des incendies et nous nous connaissons depuis le lycée. Je lui ai dit que j'avais besoin de son aide, sans entrer dans les details pour le moment. Tu peux passer à mon entrepôt vendredi soir? J'ai un mauvais pressentiment et besoin d'un second avis. Il a accepté sans hésiter. Je n'allais pas seulement arrêter Emily et Brad, je comptais les prendre sur le fait. J'ai également décidé d'impliquer la police. Ce n'était pas une décision facile. J'aimais encore Emily, ou du moins la femme que je pensais qu'elle était, et une partie de moi voulait croire qu'il existait une explication à tout cela. Mais les preuves trouvées sur son ordinateur ne laissaient aucun doute. Elle et Brad planifiaient un incendie criminel et voulaient m'incriminer. Si je n'agissais pas, ils pourraient ruiner ma vie ou pire. J'ai remis aux enquêteurs les emails, les vidéos des caméras et tout ce que j'avais collecté. Ils m'ont assuré qu'ils surveilleraient la situation et seraient prêts à intervenir si nécessaire. Désormais, tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. Ce vendredi, Emily m'a embrassé avant de partir, prétendant qu'elle allait boire un verre avec des amis. « Ne m'attends pas » a-t-elle dit avec un sourire en joue. Mon estomac se non-voyant à quel point ces mensonges glissaient avec aisance. Je me suis dirigé vers l'entrepôt, gare mon pick-up à l'écart. Greg et quelques-uns de ses gars étaient déjà sur place, installant un système de prévention des incendies qui se déclencherait au moindre allumage. La police était stationnée à proximité, prête à intervenir au besoin. Au fil des heures, je ressentais un mélange de peur et d'anticipation. Je ne savais pas comment cette nuit se terminerait, mais une chose était certaine, les mensonges d'Emily allaient enfin la rattraper. Les heures précédant cette nuit s'étiraient comme un mauvais rêve. Chaque fois que je pensais à ce qu'Emily et Brad prévoyaient, ma poitrine se serrait, mélange d'une colère sourde et d'un chagrin insondable. Ce n'était pas juste une trahison. C'était calcul, cruel et impardonnable. Mais je ne pouvais pas laisser mes émotions me dominer. Si je voulais mettre un terme à tout cela, je devais garder l'esprit clair. Quand le vendredi soir arrive, je tournais à plein régime sous l'effet du café et de l'adrénaline. L'entrepôt était silencieux, sa structure massive se découpant dans la lumière de la lune, comme une victime sans méfiance. Greg et son équipe d'inspecteurs des incendies étaient postés à l'intérieur, leurs véhicules bien dissimulés. Les policiers, quant à eux, attendaient dans un fourgon banalise gare un peu plus loin, leur radio émettant de légers grésillements. J'égare mon camion à quelques pattes de maison et me suis approché à pied, veillant à rester invisible. Mon téléphone à vibre dans ma poche, c'était Greg. « Nous sommes en position », dit-il d'un ton calme et professionnel. « S'il tente quoi que ce soit, on sera prêt. »« Parfait », répondis-je à voix basse. Espérons qu'ils soient aussi prévisibles que leurs emails le laissent croire. Je raccrochai et pris une profonde inspiration, me préparant à ce qui allait arriver. Les caméras que j'avais installées transmettaient en direct sur mon téléphone. Chaque grincement des portes de l'entrepôt, chaque ombre dans la faible lumière semblait amplifiée. Et puis, peu après minuit, je les vis, Emily et Brad.
Ils approchaient par la ruelle arrière, habillés de vêtements sombres et portant ce qui ressemblait à des bidons d'essence. Mon estomac se noua en voyant Émilie jeter un coudé. Il par-dessus son épaule, son visage tendu par la concentration. Ce n'était plus la femme que j'avais épousée. C'était une étrangère avec le visage de ma femme. Je restai accroupi, les regardant entrer discrètement par une porte latérale. Brad marmonna quelque chose que je ne pus entendre, et Émilie répondit par un rire léger. Ce rire, autrefois ma mélodie préférée. Maintenant, il transperçait mon hurle comme une lame. Visuel confirme, annonça la voix de Greg dans mon oreillette. Ils sont à l'intérieur. Ils semblent répandre en accélérant. Laissez-les continuer un moment, murmurai-je. Il faut qu'ils se compromettent complètement. Les minutes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Sur l'écran de mon téléphone, je regardais Émilie et Brad évoluer dans l'entrepôt, aspergeant d'essence le sol et les piles de matériaux. Ma mâchoire se serra en voyant la zone qu'ils ciblaient, mon inventaire d'équipements de grande valeur. S'ils réussissaient, tout partirait en fumée, et je ne serais plus qu'un homme ruine. Finalement, Brad sortit un briquet, qu'il alluma à plusieurs reprises pour produire une petite flamme. Il échangea un regard avec Émilie, qui acquiesça. C'était le signal pour Greg. « Allez-y » chuchotai-je dans l'oreillette. En quelques secondes, l'équipe d'inspecteurs des incendies fit irruption dans l'entrepôt, extincteur à la main. Le briquet fut arraché des mains de Brad avant qu'il ne puisse réagir, et la flamme s'éteignit immédiatement. Émilie poussa un cri, sa voix perçant le silence dans une tonalité aiguë et paniquée. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» hurla Brad, reculant alors que Greg et son équipe l'encerclaient. « Service des incendies » aboya Greg. « Lâchez tout et mettez vos mains bien en vue. » Mais le vrai spectacle commença quand la police fit irruption, badge scintillant dans la pénombre. Le visage d'Émilie pâlit, ses yeux balayant la piste comme si elle cherchait une issue. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » cria-t-elle, sa voix tremblant. « C'est un malentendu. »« Gardez ça pour le tribunal, » répondit un des officiers en sortant une paire de menottes. « On a tout sur caméra. » Brad se retourna instantanément contre Émilie, sa panique prenant le pas sur toute forme de loyauté. « C'était son idée » hurla-t-il en pointant un doigt vers elle. « C'est elle qui a tout planifié. »« Espèce de connard menteur » hurla Émilie, se jetant sur lui. Deux policiers durent l'immobiliser, ses hurlements résonnant dans l'entrepôt. « Tu as dit que tout était sous contrôle. Tout est de ta faute. » Son éclat de colère fut plus que satisfaisant. C'était la piste finale qui scellait leur sort. La police filma tout, des aveux d'Émilie à ses tentatives désespérées de rejeter la faute sur Brad. Les preuves étaient accablantes et il était clair qu'aucun d'eux ne pourrait s'en sortir. Je restai cash, observant alors qu'ils étaient escortes à l'extérieur, menottes au poignet. Les yeux d'Émilie parcouraient la foule frénétiquement, comme si elle me cherchait. Peut-être savait-elle que j'étais là. Peut-être pas. De toute façon, cela n'avait plus d'importance. Elle était prise et il n'y avait plus de retour en arrière. Alors que les voitures de police s'éloignaient, Greg s'approcha de moi, son expression mélangeant pitié et approbation. « Ça va » demanda-t-il. J'acquiesçai, bien que je ne sois pas sûr de le penser. « Je vais y arriver » murmurai-je. Pour la première fois depuis des semaines, je ressentis une étrange paix intérieure. La trahison d'Émilie avait brisé mon monde, mais ce soir, j'avais fait le premier pas pour le reconstruire. Le chemin serait long, mais au moins maintenant, je pouvais l'emprunter sans regarder derrière moi. Le silence qui suivit le chaos était assourdissant. Tandis que les voitures de police disparaissaient au loin et que l'entrepôt retrouvait son calme inquiétant, je sentis tout le poids des événements s'abattre sur moi. Émilie et Brad étaient partis hors de ma vie, espérais-je pour de bon, mais les dégâts qu'ils avaient tenté d'infliger restaient là, une plaie qui mettrait du temps à cicatriser. Greg se tenait à côté de moi, les mains enfouies dans les poches de sa veste. « Tu t'en es bien sorti » dit-il, rompant le silence. Mieux que la plupart des gens ne l'auraient fait. Je laissai échapper un rire amer. Pas sûr de CA. J'ai eu l'impression d'avancer à l'aveugle tout le long. Greg haussa les épaules. Aveugle ou pas, tu les as arrêtés. C'est ce qui compte. J'acquiesçai, bien que ces paroles n'aient pas vraiment de réconfort à m'offrir. Ce n'était pas juste une question de les arrêter, c'était accepter que la femme avec qui je pensais passer ma vie avait complote pour me ruiner. Une pilule amère que je n'étais pas certain de pouvoir avaler un jour. Après que Greg et son équipe eurent remballé leur matériel et quitté les lieux, je restai un moment dans l'entrepôt, arpentant l'espace qu'ils avaient essayé de détruire. L'odeur de l'essence imprégnait encore l'air, âcre et persistante, rappelant à quel point j'avais frôlé la catastrophe. Je passai ma main sur l'une des poutres de soutien, le métal froid me ramenant à la réalité.
Je repensais au visage d'Émilie lorsqu'elle avait été emmenée en menottes, le choc, la colère, la panique. Une part de moi avait voulu la confronter, exiger des explications, crier contre elle pour ce qu'elle avait fait. Mais à quoi bon? Rien de ce qu'elle aurait pu dire ne changerait les faits. Elle avait fait son choix, et désormais, elle allait en subir les conséquences. Quand je rentrais enfin chez moi, la maison semblait plus vide que jamais. Les lumières étaient éteintes et le silence pesait lourd. Je déposai mes clés sur le comptoir et m'effondrai sur le canapé, fixant l'écran noir de la télévision. C'était fini. Le cauchemar que je vivais depuis des semaines était enfin terminé. Mais au lieu de ressentir du soulagement, je n'éprouvais qu'un épuisement profond. Je pris mon téléphone et fis défiler distraitement les messages et emails. Il y en avait un du détective Charles de l'affaire, une confirmation succincte qu'Emily et Brad avaient été inclus pour complot en vue de commettre un incendie criminel et fraude à l'assurance. Les preuves étaient accablantes, disait-il. Ils passeraient des années derrière les barreaux. Je devrais me sentir justifié. Mais je ne ressentais rien. Juste un vide. Mon meilleur ami, Mike, appela alors que je posais le téléphone. J'hésitais un instant avant de décrocher. « Salut » dis-je d'une voix rauque. « Hey, mec, je viens de voir les infos » dit Mike d'un ton prudent. « Ça va ?»« Pas vraiment, avouai-je, mais je suppose que ça ira. » Mike soupira. « Je suis désolé, John. Je n'imagine même pas à quel point ça a dû être dur. »« Ouais, » répondis-je en me frottant les tempes. « Difficile n'est même pas le mot. » Il y eut une pause, ce genre de silence qui n'existe qu'entre de vrais amis. « Écoute, » finit par dire Mike, « pourquoi tu ne viendrais pas chez moi quelques jours? Tu ne devrais pas être seul en ce moment. »« J'appréciais, » répondis-je, « mais je pense que j'ai besoin d'être seul un moment. Réfléchir à ce que je vais faire maintenant. »« D'accord, » dit Mike, bien qu'il ne semble pas convaincu. « Mais appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord? N'importe quoi. »« Promis, » dis-je. Le lendemain matin, je me réveillai avec le soleil qui traversait les fenêtres, un contraste saisissant avec l'obscurité que je ressentais à l'intérieur. Le lit semblait trop grand, trop vide sans Émilie, bien que l'idée d'elle me donnât la nausée. Je me redressai, fixant la photo de mariage sur la table de nuit. Nous deux, rayonnants, nous regardant avec des étoiles dans les yeux, complètement inconscients de ce que l'avenir nous réservait. Je pris le cadre et le rangeai dans un tiroir. Je ne pouvais plus le regarder. En préparant mon café, je me surprenais à penser à l'avenir. Les actes d'Émilie avaient laissé une cicatrice, c'est certain, mais ils ne m'avaient pas détruit. Mon entreprise était intacte. Ma réputation était préservée. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis une étrange lueur d'espoir. Un long chemin m'attendait, rempli de procédures judiciaires, de guérison émotionnelle et de reconstruction de ma vie. Mais une chose était claire, je ne laisserais pas la trahison d'Émilie me définir. Elle avait essayé de réduire mon monde en cendres, mais je n'allais pas la laisser réussir. Pour l'instant, c'était suffisant. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'appels, de paperasse et de tentatives pour expliquer la situation à des gens qui n'avaient pas tous les details. La police avait des questions. La compagnie d'assurance en avait encore plus. Et mes employés, Dieu les bénisse, tentaient de comprendre pourquoi leur patron semblait plus distrait que d'habitude. Je restais évasif dans mes explications, disant qu'il y avait eu une tentative d'effraction à l'entrepôt et que les autorités s'en étaient occupées. C'était la vérité, mais pas toute la vérité. Le plus dur, c'était de rentrer à la maison chaque soir. Elle ressemblait à une scène de crime, un musée d'une vie qui n'existait plus. Les affaires d'Émilie étaient encore partout, ses livres sur les étagères, sa veste sur le dossier d'une chaise, sa tasse préférée dans l'évier. Chaque objet était un rappel de ce qu'elle avait fait, et je le détestais. La troisième nuit, j'ai craqué. J'ai commencé à empaqueter ses affaires, les fourrant dans tout ce que je trouvais. Au début, je faisais attention, séparant ses affaires des miennes. Mais à mesure que la colère montait, je cessais de me soucier des details. Vêtements, chaussures, livres, tout allait dans les cartons sans réflexion. Quand j'eus fini, la maison semblait plus vide, mais plus propre, comme si j'avais chassé un démon. J'ai appelé Mike après avoir terminé. « J'ai besoin d'un service », dis-je quand il décrocha. « Tout ce que tu veux, mec. Qu'est-ce qu'il te faut? Tu peux venir chercher des affaires? Celle d'Émilie. Je ne veux plus qu'elle soit ici. » Mike n'hésita pas. « J'arrive dans 1 heure. » Quand il arriva, nous avons chargé les cartons dans son camion. Il ne dit pas grand-chose, et je lui en fus reconnaissant. Parfois, le silence est la meilleure forme de soutien. Alors qu'il montait dans son siège conducteur, il me lança un regard. « Tu es sûr que ça va? »« Non,
avouai-je. Mais ça ira. Il hocha la tête. Tu sais où me trouver si tu as besoin de quoi que ce soit. Le lendemain matin, je rencontrai mon avocate. Il était temps de déposer une demande de divorce. Aussi douloureux que ce soit de prendre cette décision, il n'y avait pas d'alternative. Émilie avait franchi une limite qu'on ne pouvait pas effacer. La trahison était trop profonde, trop calculée, pour que la réconciliation soit une option. Vous êtes sûr de votre décision, demanda mon avocate, Karen, alors que nous étions assis dans son bureau. Les divorces peuvent être compliqués, surtout quand des accusations criminelles sont en jeu. J'en suis sûr, répondis-je d'une voix ferme. Peu importe si c'est compliqué. Je veux juste qu'elle sorte de ma vie. Karen acquiesça en feuilletant ses notes. Vu les circonstances, cela devrait être assez simple. Les accusations criminelles joueront en votre faveur, surtout si elle tente de contester quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'elle le fera, dis-je. Elle a d'autres problèmes à gérer. Karen me regarda par-dessus ses lunettes. Cela dit, mieux vaut être préparé. Les gens peuvent vous surprendre. J'esquissai un sourire amer. Oui, répondis-je. Ils peuvent. Dans les semaines qui suivirent, je me concentrai sur mon travail. L'entrepôt avait besoin de réparation, et il y avait un retard à rattraper sur plusieurs projets. M'investir dans le boulot était ma seule façon de tenir le coup. Chaque fois que je prenais un marteau ou que je passais en revue un plan, j'avais l'impression de reconstruire plus que des structures. Je me reconstruisais moi-même. Le soutien de mon équipe était incroyable. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire, juste qu'il y avait eu un incident à l'entrepôt, mais ils se rallièrent autour de moi quand même. « On est là pour toi, patron », dit l'un d'eux après une longue journée sur le chantier. C'était une petite chose, mais ça comptait énormément. Certaines nuits, la solitude était difficile à supporter et le silence de la maison devenait oppressant. Ces soirs-là, j'appelais Mike ou Greg juste pour parler de tout sauf d'Emily. Ils étaient mes bouées de sauvetage, me maintenant ancre alors que j'avais l'impression que le monde vacillait. Mais peu à peu, les choses commençaient à changer. La maison ne semblait plus aussi vide. Les journées de travail étaient un peu plus légères. Et je me souvenais à nouveau de ce que ça faisait de respirer. Un soir, assis sur le porche avec une bière à la main, je réalisais quelque chose. La trahison d'Emily avait été dévastatrice, c'est certain, mais elle ne m'avait pas brise. Elle m'avait poussé à mes limites, mais j'étais toujours debout. Plus fort, même. La route à venir restait incertaine. Il y aurait des audiences au tribunal, des démarches pour le divorce et un sacre lot de blessures émotionnelles à soigner. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais capable de l'affronter. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais prêt. Le jour de l'audience au tribunal arriva plus vite que je ne l'avais prévu. C'était une audience préliminaire pour Emily et Brad, portant sur les accusations de complot en vue de commettre un incendie criminel et une fraude à l'assurance. Je n'étais pas obligé d'y assister, mais j'y suis allé malgré tout. Une partie de moi voulait la voir, l'entendre essayer de s'expliquer devant un juge. C'était peut-être masochiste, mais j'avais besoin de clore ce chapitre, et cela semblait en faire partie. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais, ses murs blancs austères et l'éclairage fluorescent ne faisant rien pour adoucir la tension ambiante. Je m'assis au fond, essayant de passer inaperçu. Mon avocate m'avait assuré que ma présence n'aurait aucun impact sur l'affaire, mais je n'étais pas là pour intervenir. J'étais là pour observer. Emily fut amenée dans la salle, vêtue d'une simple robe noire, les mains jointes devant elle. Elle semblait plus frêle, sa confiance habituelle remplacée par quelque chose de fragile. Brad la suivit, la mâchoire serrée, les yeux errant nerveusement dans la piste comme un animal pris au piège. Ils ne se parlèrent pas en s'installant à la table de la défense, mais leur tension était palpable. Le procureur exposa l'affaire avec une efficacité implacable. Les preuves étaient accablantes, les emails, les vidéos des caméras et les propres mots d'Emily captent lors de son éclat à l'entrepôt. Pendant que le procureur détaillait leur plan, je ressentis un mélange de colère et de satisfaction. Ils avaient tenté de me détruire, et maintenant, le monde entier le savait. Quand ce fut au tour d'Emily de parler, elle hésita. Son avocat lui murmura quelque chose, et elle hocha la tête avant de se lever. Sa voix tremblait, mais elle était audible lorsqu'elle s'adressa au juge. « Votre honneur, j'ai commis une erreur. » Commença-t-elle. Une terrible, horrible erreur. Mais je ne voulais blesser personne. J'étais désespéré. À la maison, les choses n'étaient pas simples, et je me suis laissé entraîner dans quelque chose que je n'aurais pas dû. Je serrai les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Elle n'assumait même pas pleinement. Elle présentait cela comme un moment de faiblesse, une erreur passagère. Mais ce n'était pas un moment. C'était un plan calcul
élaboré sur des mois. Le juge écouta sans exprimer d'émotion avant de lui répondre. Le désespoir ne justifie pas le complot ou la tentative d'incendie criminel, Madame Thompson. Vos actions étaient délibérées et auraient pu causer des dommages considérables. Le tribunal prendra vos motivations en compte lors de la sentence, mais ne vous méprenez pas, vous êtes responsable de vos choix. La tête d'Emily s'affaissa, ses épaules s'affaissant sous le poids des paroles du juge. Brad, lui, ne prit même pas la parole. Son avocat lui avait conseillé de rester silencieux. Il était clair qu'il savait qu'il n'y avait aucune défense possible face à leurs actes. L'audience se termina rapidement après cela, le juge fixant une date pour leur condamnation. Tandis que les gens quittaient la salle, je restais assis, observant Emily et Brad pendant qu'ils étaient escortés hors de la piste. Elle jeta un regard autour d'elle, et ses yeux croisèrent les miens un instant. Son expression était difficile à lire, regret, honte, colère, peut-être les trois. Je ne sciais pas. Je ne détournais pas le regard. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression d'avoir repris le contrôle. Quand je rentrais chez moi ce soir-là, je m'installai sur le porche avec un verre de whisky, fixant la lumière du jour qui s'estompait. L'audience avait ravi beaucoup d'émotions que j'essayais d'enterrer, de la colère, de la tristesse et même un étrange sentiment de soulagement. Emily était désormais hors de ma vie, du moins de toutes les façons qui comptaient. Les papiers du divorce étaient en cours et ses accusations criminelles l'occuperaient pour un bon moment. Mais une part de moi se sentait encore vide. Pas à cause d'elle, exactement, mais à cause de la vie que nous avions construite ensemble. Ce n'est pas facile de tourner la page sur 8 années de souvenirs, même quand ces souvenirs ont été souillés par la trahison. Mike m'appela plus tard dans la soirée et je lui racontai l'audience. « Bon débarras » dit-il sans détour. « Elle mérite tout ce qui lui arrive. »« Ouais, » répondis-je en faisant tourner le whisky dans mon verre. « J'aurais juste voulu que ça ne finisse pas comme ça. » Mike soupira. « Écoute, John, je comprends. Tu l'aimais. Mais parfois, les gens te montrent qu'ils sont vraiment, et tu dois les croire. Elle t'a montre. Maintenant, il faut avancer. » Ces mots résonnèrent longtemps après que nous ayons raccroché. Avancer, ça semblait si simple, mais ça paraissait impossible. Pas au commencer quand la personne que tu pensais connaître le mieux s'avère être une étrangère. Quand la vie que tu as construite est réduite en cendres, même si l'incendie n'a jamais eu lieu. Cette nuit-là, allonge dans mon lit à fixer le plafond. J'ai compris quelque chose. Avancer ne signifiait pas oublier. Ça ne voulait pas dire faire semblant que rien de tout cela ne s'était passé. Cela voulait dire accepter la douleur, en tirer des leçons et trouver un moyen de se reconstruire. Emily avait essayé de brûler mon monde, mais je ne la laisserais pas réussir. Ma vie était à moi, et il était temps de la reprendre, un jour après l'autre. Cela fait 6 mois depuis l'audience, et je peux enfin dire que j'ai commencé à me retrouver ou peut-être une nouvelle version de moi-même. Une version plus forte. La vie a pris un nouveau rythme, un rythme qui n'inclut plus Emily ni le chaos qu'elle laisse derrière elle. Cela n'a pas été facile, mais rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. Le divorce a été finalisé le mois dernier. Elle ne l'a pas conteste. Que ce soit le poids de ses accusations criminelles ou un véritable remords, je ne le saurai jamais, mais elle a signé les papiers sans un mot. Une part de moi s'attendait à ce qu'elle me contacte, qu'elle essaie de s'expliquer ou de s'excuser, mais elle ne l'a pas fait. Et honnêtement, j'en suis reconnaissant. Il n'y a plus rien à dire. La condamnation marque le dernier chapitre de son histoire dans ma vie. Emily a écopé de 5 ans de prison, réduit à 3 pour bonne conduite. Brad a reçu une peine similaire. Je n'ai pas assisté à l'audience, je n'en avais pas besoin. À ce stade, j'avais fini de regarder en arrière. Mon objectif était de me tourner vers l'avenir. L'entrepôt est de nouveau pleinement opérationnel. Après l'incident, mon équipe s'est mobilisée, travaillant des heures supplémentaires pour réparer les dégâts qu'Emily et Brad avaient commencé. Je n'ai jamais été aussi fier de mon équipe. Ce ne sont pas seulement des employés, ce sont une famille. Nous avons même décroché un gros contrat récemment, un projet qui pourrait propulser l'entreprise à un niveau supérieur. C'est ironique, vraiment. La trahison d'Emily aurait pu me détruire, mais au lieu de cela, elle m'a poussé à reconstruire, plus fort que jamais. La maison a changé elle aussi. Après avoir débarrassé les affaires d'Emily, j'ai commencé à apporter de petites modifications, repeindre les murs, réorganiser les meubles, remplacer les vieux souvenirs par de nouveaux. C'est incroyable à quel point une nouvelle couche de peinture et quelques photos peuvent transformer un espace. La maison est redevenue la mienne, un endroit où je peux enfin respirer. Mike a été un rock tout au long de cette période. Nous avons passé d'innombrables soirées sur le porche, parlant de tout et de rien, de travail, de la vie ou des dernières catastrophes dans sa ligue de football fantasy.
C'est le genre d'ami que tout le monde devrait avoir, quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont, mais qui sait aussi quand se taire et juste écouter. Tu as parcouru un sacré chemin, mec, m'a-t-il dit la semaine dernière en trinquant sa bouteille de bière contre la mienne. Tu devrais être fier de toi. J'ai hoché la tête, un léger sourire aux lèvres. Merci, Mike. Ça compte beaucoup. Tu penses sortir à nouveau avec quelqu'un? A-t-il demandé, un sourcil lève. J'ai ri. Pas de sitôt. Je pense que j'ai besoin de me concentrer sur moi pour l'instant. Ça se tient, a-t-il dit avec un haussement d'épaule. Mais quand tu seras prêt, tu sais que j'ai une liste de femmes qui seraient ravies de te rencontrer. J'ai roulé les yeux, mais ces mots sont restés avec moi. Peut-être qu'un jour, je serai prêt à ouvrir à nouveau mon C-ur. Mais pour l'instant, je me contente du calme, de la paix que je travaille si dur à retrouver. Le week-end dernier, je suis retourné à l'entrepôt tard dans la nuit, juste pour réfléchir. L'endroit était silencieux, l'air char de cette odeur familière de sueur et d'acier. Je pensais à tout ce qui s'était passé, la trahison, le chagrin, le combat pour protéger ce que j'avais construit. Puis, j'ai pensé à où j'en étais maintenant. Je ne suis plus la même personne qu'avant que les mensonges d'Émilie ne s'effondrent autour de moi. Cette version de moi était naïve, trop confiante, aveugle aux signaux d'alarme. Cette nouvelle version, elle est plus sage, plus forte, plus consciente de ses limites et de sa résilience. En me tenant là, dans le silence, j'ai ressenti une forme de clôture que je ne savais pas chercher. Émilie avait essayé de me détruire, mais elle n'avait pas réussi. Au contraire, elle m'avait montré à quel point je pouvais être résilient. Quand j'ai quitté l'entrepôt cette nuit-là, je ne ressentais plus le poids du pas qui me tirait vers le bas. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Ceci est la fin de mon histoire, ou du moins, de ce chapitre. À quiconque traverse une épreuve similaire, je dirais ceci: vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Des gens essaieront de vous blesser, de vous trahir, de vous briser. Mais vous n'êtes pas obligé de les laisser faire. Vous pouvez reconstruire. Vous pouvez avancer. Et un jour, vous vous retournerez et réaliserez que vous n'avez pas juste survécu. Vous avez prospéré.